En fait, tout ce qu'on nous fait manger en France en fait, n'est pas bon du tout pour la santé. Je me rappelle, moi j'avais des problèmes avant de partir de France, j'avais des problèmes respiratoires. Bonjour à tous, Privyet Druzia, Kak Dila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles Russie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Loïc. Un an après, on va voir ce qu'il a vécu cette année, comment il vit en Russie, comment il s'est adapté. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Поехали! Bon les gars, vous le reconnaissez ou pas? Il a fait un peu de bruit cette année. Toujours là, toujours là. On t'a vu dans pas mal de médias cette année. Très content de te recevoir de nouveau sur la chaîne. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, mais on s'écrit quand même de temps en temps avec Loïc. On a toujours gardé contact. Donc ça va être le moment de faire un point, c'est hyper intéressant. Loïc il est arrivé il y a un an, un peu plus d'un an. Ouais, ça fait un an depuis août, le 2 août. Un an depuis le 2 août, donc on va voir comment il s'est adapté à la Russie, ce qu'il a vécu. Et vous qui me suivez, vous savez que il est passé aussi sur des médias français, sur BFM TV notamment. Donc on va voir un petit peu les étapes de cette année, ce qu'il a vécu, comment il s'est adapté, ce qu'il a trouvé d'intéressant en Russie. Est-ce que ces projets qu'il avait aussi l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il était là l'année dernière, le projet à la base, il arrivait à Moscou et il devait partir dans le sud, dans le Caucase, acheter une maison. On va voir comment ça a évolué. Mais let's go les gars. Les amis, c'est le moment de parler du partenaire de cette vidéo. Merci à CoinFuture, un concept ultra novateur et en plus très fun que j'avais envie de vous présenter. Oubliez absolument tout ce que vous savez sur le trading complexe. Là, c'est différent. CoinFuture, c'est un jeu de prédiction où vous pariez si le prix d'une crypto comme le Bitcoin ou l'Ethereum va monter ou descendre sur le très court terme. Le prix est simulé à partir d'un algorithme ultra réaliste qui copie la vraie volatilité des cryptos. L'avantage, une expérience hyper rapide sans se prendre la tête avec des wallets, des exchanges ou acheter des vrais actifs. Vous choisissez long ou short, vous suivez la courbe et vous encaissez vos gains avant que le marché ne se retourne. C'est simple, c'est intuitif et accessible même si vous n'avez aucune expérience. Vous pouvez jouer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et le principe est très simple. Après avoir téléchargé l'application CoinFuture, vous faites un dépôt en crypto ou par carte bancaire et vous choisissez votre crypto, votre mise, c'est parti. Vous pouvez cash out à tout moment ou utiliser un stop loss pour limiter vos pertes automatiquement. Je vous mets le lien en description pour tester ça, surtout si vous aimez les sensations fortes. Mais c'est crucial, on termine par un disclaimer. CoinFuture est un jeu. Il repose sur une simulation de prix et non sur du trading d'actifs réels sur les marchés financiers. Bien que conçu pour être réaliste, il s'agit d'un produit de divertissement. Alors, jouer comporte des risques de pertes financières importantes. Les pertes peuvent être très rapides, surtout avec l'utilisation de multiplicateurs. N'engagez vraiment que les fonds que vous êtes prêt à perdre. Ce contenu est sponsorisé et a pour but informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ou une incitation au jeu. Jouez de manière responsable. Allez, on retourne sur la vidéo. Ça va? Ben ouais, toujours à Moscou du coup. Toujours à Moscou? Toujours à Moscou. Bah raconte un peu, donc nous on avait fait notre vidéo l'année dernière, ouais. En août dernier. Ça faisait un mois que j'étais là. Ça faisait un mois que tu étais là, ouais. Et comment les choses ont évolué pour toi, étape par étape? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Raconte un peu. Alors je me suis éloigné de Moscou, beaucoup même, enfin beaucoup, une heure et demie de Moscou. J'étais bien, j'étais à la campagne. Par contre voilà, c'est vrai qu'il n'y avait rien autour. Pas ouf, le cadre était magnifique mais l'ambiance n'était pas folle.
Donc du coup, ben, j'ai trouvé un travail et j'ai décidé de me rapprocher de Moscou. J'ai repris un appartement qui est beaucoup plus pratique quand on n'a pas de véhicule ici. Attends, on va reprendre. Là, tu grilles les étapes là. Donc, tu es parti donc à la fin d'août, tu t'es excentré de la ville. Complètement. Mais dans mes souvenirs, tu avais le projet, toi, de partir dans le sud de la Russie, d'acheter une maison. Alors, je peux dire pourquoi ça s'est pas fait. Pourquoi tu es parti à 1h30 de Moscou et je vais rebondir sur d'autres questions après. Alors, je suis parti à 1h30 de Moscou parce que ben, j'avais besoin juste de tranquillité. Moscou centre, pour moi, c'était invivable. À la base, je suis quand même un campagnard, un paysan. Mais j'ai eu un problème avec le RVP. Le RVP a été fait à Moscou et donc du coup, j'étais obligé de rester à Moscou. Je ne pouvais pas changer de ville tant que je suis en RVP. Donc, si je veux changer de ville maintenant, je suis obligé de faire un VNJ. Et ça, du coup, il faut refaire toutes les étapes, puis passer le test de langue, etc., etc. Malgré que je commence à parler russe plus ou moins bien, j'ai pas encore le niveau qu'il faut pour avoir le VNJ. Et ok, donc tu t'es installé à 1h30 de Moscou. J'avais vu des photos de ta maison, tu m'as envoyé des vidéos. Alors, tu étais plutôt bien installé, c'était assez grand. Très bien. Franchement, tu vas en reparler, tu étais très bien installé. Et est-ce que tu peux raconter du coup... Tu as vécu la ville de Moscou, qui est une ville intense, rapide, dynamique, festive. Je pense, pour moi, la meilleure capitale qui existe, et c'est un cadre de vie qui est incroyable. Mais c'est vrai que quand tu sors de Moscou, tu rentres dans un cadre de vie qui est complètement différent. Comment tu as vécu l'hiver, parce que tu as vécu tout l'hiver là-bas, comment tu as vécu l'hiver? Alors l'hiver, je me suis régalé, parce que j'avais une forêt devant, j'avais de la forêt plus ou moins partout. Donc de la neige partout, des sapins enneigés, c'était juste magnifique. Pour ce qui était de la maison, ben, toujours bien isolé. Tu payais combien par mois? Je payais 500 € par mois pour 140 mètres carrés. Sol chauffant, baie vitrée, j'avais 3 grandes baies vitrées. Enfin voilà, j'avais tout le salon, c'était vitré en fait, tout le salon était vitré. Et puis ouais, j'étais bien quoi, c'est bien isolé, j'avais pas de problème, puis par rapport à Moscou, c'est vrai que j'avais pas de bruit. Je pouvais dormir les fenêtres ouvertes parce que moi j'aime bien dormir les fenêtres ouvertes, même s'il neige dehors. Et c'est vrai que j'avais aucun bruit. Est-ce que tu as réussi à te faire des amis à la campagne ou tu as eu une vie plutôt isolée et que c'était voulu? Comment ça s'est passé? Si tu peux expliquer ça. Et puis après, on va rebondir un peu sur, rapidement, parce que je l'ai déjà traité, mais sur BFM TV qui arrive chez toi avec une musique ultra angoissante. C'est BFM. Et ils donnent l'adresse au dernier moment. Ils sont partis loin dans leur délire. Non, je me suis pas fait spécialement d'amis. Après, j'étais très bien seul. En fait, je me suis concentré plus sur moi-même, sur le fait d'essayer de trouver à faire de l'argent. En fait, il fallait que je fasse de l'argent, il fallait que je fasse mon sport. Donc, j'ai repris des habitudes saines, on va dire. Après tout ce qui s'est passé à Moscou, toutes les soirées, les soirées en pleine semaine. Enfin, en fait, c'était tous les jours. Je faisais des soirées tous les jours. Donc, bon, j'ai préféré me calmer, prendre un endroit plus paisible où justement je me limitais en fait tout simplement. Mais ce qui m'a aussi limité, le fait de pouvoir me faire des amis. Donc ce qui me permet en fait maintenant aussi d'avoir l'appartement et justement de retrouver du monde en fait, d'habiter dans un endroit où il y a du monde. Parce que là où j'habitais, à part le propriétaire de la maison et 2-3 amis à lui, j'ai pas vu grand monde. Et c'est vrai que toi t'avais pas de voiture, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile après de bouger. Taxi, quoi. Taxi, et puis là par contre ça fait un peu cher. Taxi, ouais. Et donc pour revenir à l'histoire de BFM qui sont venus aussi donc te filmer, à mettre cette musique angoissante, est-ce que tu peux parler un peu de cette journée que tu as passée avec eux, comment ils étaient, parce que dans le documentaire tu passes 10 minutes, mais de ce que tu m'avais raconté, en fait c'était tout était scénarisé et ils étaient restés 8 heures quoi. J'ai passé la journée avec eux, ils sont arrivés à 10 h du matin et puis ils sont restés jusqu'à 22 h, si je ne me trompe pas. Wow. Ouais, ils ont passé la journée. Très gentil, par contre voilà, beaucoup de prises de vue, beaucoup de questions, des questions justement sur la guerre, sur tout ce qui veut se passer, comment ça va se passer après, comment ça va se passer avant, la politique, le machin, le truc. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et puis en fait, je pense qu'il a compris parce qu'il me disait de faire des allers-retours, revenir et traverser la route. J'ai traversé la route 5 fois. Je dis c'est bon, je dis Jérémy, j'arrête, je ne traverse plus la route, c'est fini. Et ouais, non mais c'est ça, tout ça pour un panneau en plus. Un panneau, tu sais, où ils annoncent les trucs militaires pour s'engager à l'armée.
Il me disait, et puis il me posait des questions. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, ceci, cela? Ben, je dis non. Je dis par contre, si moi je veux m'engager un jour dans l'armée, justement, c'est bien qu'il y ait des panneaux un petit peu comme ça partout. Ben, parce que si un jour je veux m'engager dans l'armée, j'ai un numéro à appeler. Le numéro, il est là, il est en gros. Ben, c'est nickel. Ben, on ne peut pas le louper. Avec toutes les publicités de merde qui nous passent à la télé ou même qu'il y a à l'extérieur en France, je préfère avoir quelque chose comme ça qui est patriotisme par rapport au pays, plutôt que d'avoir des pubs de Danone, de je sais pas quoi, de la merde qu'ils nous font bouffer en France en fait, Nestlé et tout ça quoi. Un an après, est-ce que il y a forcément une évolution pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru difficiles dans l'intégration en Russie, dans la culture? Est-ce que tu as des nouvelles choses aussi que tu as appréciées? Et est-ce que la France te manque? Tu aimerais y retourner ou pas? Comment tu te sens là? Ben là je suis très bien, l'air ambiant, sans parler des personnes, juste l'air ambiant est beaucoup moins lourd qu'en France. En France je sais pas, j'ai l'impression que c'était pesant. Et il y a aussi la tranquillité d'esprit en fait, j'ai l'impression que tu sais, je suis moins stressé, moins pressé, je suis plus tranquille. Ben, tous les Russes que j'ai rencontrés ont été super gentils avec moi, ils m'ont aidé que ce soit pour les papiers, pour le travail ou autre, ils m'ont tous aidé. Mais après voilà, ça s'est bien passé, dans l'ensemble ça s'est bien passé, j'ai réussi à mettre de l'argent un petit peu de côté, ce qui me permet du coup maintenant d'avoir arrêté ce travail là et pouvoir me concentrer sur de nouveaux jobs. On va en parler. La France aujourd'hui ne te manque pas sous certains aspects? Est-ce que tu es toujours content d'être en Russie? Est-ce que tu te vois sur le long terme en Russie? Alors pour la France, il y a un aspect entre guillemets qui me manque, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore bien la langue russe et je connais pas encore bien le russe. C'est vrai qu'on a des centres commerciaux. Quand je parle de centres commerciaux, je parle pas juste du magasin, je parle du centre commercial entier, le parking, tout cet amas en fait. Ici, j'en ai pas forcément vu. J'ai vu des centres commerciaux intérieurs, des grands centres, même beaucoup plus grands que la France, mais tout est à l'intérieur. Alors qu'en France, on a plus l'habitude. Mais je pense que c'est aussi parce que zone commerciale. Voilà, c'est des zones commerciales et du coup, on peut se balader en voiture, à droite, à gauche. On a McDo à côté, on a ceci, on a cela. C'est vrai qu'on a pas mal de choses, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est plus centré à l'intérieur d'un mall en fait. Ah ouais, voilà, c'est pour ça. Parce qu'il fait froid et c'est un peu comme aux États-Unis, mais là, vu qu'il fait très froid, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout au même endroit. Comme ça, l'hiver, s'il fait moins 20, moins 10, ils peuvent tout faire au même endroit. Ils peuvent tout faire à l'intérieur. C'est pour ça que c'est centralisé. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes sur cette année, des choses qui te sont arrivées sur ta vie en pleine campagne russe? Est-ce que tu as eu des moments peut-être difficiles, des moments de doute? Comment ça... Ça, oui. Oui, les moments de doute, on en a toujours, je pense, parce qu'on est dans un pays dont on ne parle pas la langue, où on n'a pas le passeport. On est en RVP de 3 ans, voilà, faut garder ça en tête. Le travail, c'est quand même assez compliqué de se faire embaucher par des Russes. C'est compliqué de trouver un appartement ou de trouver une maison pour des Français, mais c'est encore plus compliqué de trouver un travail. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut arriver ici, je pense qu'il faut arriver ici avec déjà un revenu, un certain revenu. Je ne dis pas besoin de 2000 € par mois, mais au moins 700, 800 € par mois pour pouvoir arriver et vivre sans exagérer, vivre normalement ici. Je pense qu'effectivement, quand on considère la Russie, si on veut vivre correctement, il faut penser ça un peu comme pour un Français. Hein. Ça n'a rien à voir les pays, mais pour un Français, au niveau de l'expatriation, il faut comprendre un peu ça comme Dubaï ou Bali. Il faut trouver des jobs peut-être où on travaille en full remote ou alors on va pouvoir être plus libre de ses choix et de ses finances. Parce que c'est vrai que si on ne parle pas le russe, qu'on arrive en Russie, c'est assez compliqué de trouver du travail. Et je rebondis là-dessus, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un groupe privé où on est quasiment 100 membres aujourd'hui francophones. C'est hyper important parce que dans ce groupe-là, il y a un vrai échange qui est fait, il y a énormément de messages d'ailleurs, mais ça crée un réseau, des affinités. Et vous pouvez échanger sur vos soucis, sur peut-être vos questions, sur comment trouver du boulot. Ça aide beaucoup et ça rassure aussi parce que on n'est pas tout seul. Et t'as beau être à 1h30 de Moscou, tu sais qu'il y a des Français un peu partout et c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté rassurant dans ce groupe-là. Exactement, et puis ça permet aussi justement de pouvoir les rencontrer ces personnes-là en fait, de pouvoir, quand on est sur Moscou, pouvoir rencontrer des personnes qu'on a rencontrées sur le groupe en fait, et pouvoir échanger beaucoup plus facilement que sur le groupe. Parce que le groupe, bon, c'est bien, mais ça reste une base et puis il y a beaucoup de gens qui regardent les messages.
Alors que quand on voit les personnes en face, c'est ce qu'on fait de toute façon en général, on peut faire un petit repas à plusieurs et en fait on s'échange et c'est beaucoup plus convivial on va dire. C'est vrai. Et puis même après même le groupe en lui-même est quand même très convivial et il aide énormément sur beaucoup de choses. C'est un groupe qui aide énormément sur beaucoup de choses. On trouve énormément d'informations que ce soit sur le visa, maintenant il y a le visa idéologique aussi. Et après tout ce qui est travail, contact sur place, juriste. On trouve même des amis, juste des amis pour sortir, des endroits à aller voir, à aller visiter. C'est la communauté. Ouais, non, on trouve vraiment tout. Parce que c'est toujours important, même si on est en Russie, c'est vrai que d'avoir une petite communauté francophone, pour un Français, je pense c'est important. Quoi. Surtout que moi je ne l'ai pas eu au début, et puis bon, là c'est quand même assez pratique. Ouais. Quand tu l'as pas au début, tu communiques avec une seule personne, c'est assez compliqué. Là quand tu as une communauté... Bon, tu te sens plus tout seul, carrément. Donc là, ça y est, toi, nouveau projet. Tu t'es rapproché un peu de Moscou. Exactement. T'es pas encore tout à fait... Non, je veux pas y revenir. T'es pas loin du métro, mais pas encore. Et là, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux rester vers Moscou? Est-ce que tu veux bosser? Raconte un peu tes projets. Alors, je veux rester, je pense, sur Moscou. Sur Moscou. Excentré quand même, parce que bon, la ville c'est bien, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est pas trop mon fort. Mais rester dans le coin, je pense qu'on est bien ici. Après, les projets de travail, je me suis lancé dans le mannequinat, j'ai fait pas mal de photographies, ce qu'on appelle des snaps, des photoportraits. Voilà, je cherche des castings en ce moment. J'en ai passé 3, j'attends les réponses. Voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai un portfolio. Maintenant, je vais me lancer dans cette voie-là, en sachant que ça reste une voie quand même assez fermée. Et puis si ça ne marche pas, on reprendra un travail normal. Et puis si ça fonctionne, tant mieux, on pourra un peu voyager, voir ce qui se passe à droite à gauche. Et puis voir comment ça se passe un petit peu ici les agences, parce que c'est pas du tout comme en France. Les agences de mannequinat ici, elles sont beaucoup plus ouvertes aux débutants en fait. Alors qu'en France, ça reste quand même vraiment très fermé. Ici, c'est beaucoup plus ouvert. On en trouve, j'ai trouvé des annonces sur comme Le Bon Coin en France en fait pour les emplois. J'ai trouvé des annonces de casting sur des sites d'emploi en fait ici, normaux. Et donc s'il y a des gens qui regardent la vidéo, des Russes qui travaillent dans ce domaine, la mode, le mannequinat, n'hésitez pas soit à m'écrire ou je mettrai le contact Telegram de Loïc éventuellement en description. Parce que voilà, c'est toujours sympa de pouvoir aider des Français. Puis Loïc il a quand même une bonne tête, donc n'hésitez pas à l'aider dans ce nouveau projet qu'il a. Aujourd'hui toi, qu'est-ce qui fait que tu ne reviendrais pas en France par rapport à ce que tu as vécu en France et ce qui te déplaît? Et qu'est-ce qui fait que tu veux rester en Russie par rapport à ce qui te plaît dans ce pays? Alors j'aurais beaucoup à dire, mais je vais rester soft, je pense, parce qu'on est sur YouTube, on est sur un réseau américain. Tu peux y aller sans dire de gros mots. Voilà, non mais voilà, pas trop non plus. Voilà, on sait que la bouffe est empoisonnée en France, la farine d'insectes n'est pas bonne, le blé n'est pas bon. En fait, tout ce qu'on nous fait manger en France en fait, n'est pas bon du tout pour la santé. Tout ce qu'on achète en magasin, c'est toujours pareil. L'air devient de moins en moins respirable comparé à ici. Je me rappelle, moi j'avais des problèmes avant de partir de France, j'avais des problèmes respiratoires et j'avais des maux de tête violents et quand je suis arrivé ici, plus rien. C'est marrant que tu dis ça parce que là j'étais en France. Alors moi j'ai passé un super séjour en France, Bordeaux qui est quand même une zone plutôt toujours pas mal avec le bassin d'Arcachon qui est donc une station balnéaire et assez protégée de ce qui peut se passer autour. Mais c'est vrai que l'air, directement, j'arrive, j'ai des allergies, je me sens pas très bien, etc. Ici, en Russie, j'ai jamais d'allergie, incroyable. C'est un air, peut-être parce que c'est sec, c'est une région, voilà, on est dans les terres, etc. Mais c'est vrai que je me sens mieux ici qu'à Bordeaux vers la mer, où c'est vrai que ça me met pas bien. Alors après, est-ce qu'il y a des choses toxiques dans l'air et tout, ça je peux pas le dire. Et pourtant, soi-disant, ce serait quand même plus pollué. On a des Lada qui tournent sans pot d'échappement, on a des bus qui tournent sans pot d'échappement. Il n'y a pas de zone critère, il n'y a pas de contrôle technique ici. Justement, qu'est-ce que tu penses toi qui es dans l'automobile? Est-ce que les Russes font le contrôle technique ou pas? Est-ce que le parc automobile passe en France ou pas? Le parc automobile ne passe pas en France, c'est sûr et certain. Par contre, les garages, quand ils réparent les véhicules russes, ils sont beaucoup plus méticuleux que les garages français. Moi je sais que sur chaque vis, il fallait mettre de la graisse, sur chaque vis remontée, il fallait mettre de la graisse.
Bon, ben, des vis rouillées, on n'en parle pas, avec le sel qu'ils mettent sur les routes, la neige, le gel, etc., etc. Mais c'est vrai que le travail est beaucoup plus méticuleux, nettoyage de chaque voiture. On avait un problème, on réglait le problème en fait, mais on faisait plus. Genre, on avait un problème sur le véhicule, on devait changer l'embrayage. On change l'embrayage et on avait, en fait, on passait la voiture au diagnostic et on faisait ce qu'il y avait écrit sur le diagnostic. On essayait de réparer tout ce qui est faisceau électrique et c'était gratuit, c'était cadeau en fait, c'était pour le client. Au niveau de la alors après tu as été dans un truc un peu particulier, mais au niveau de la charge horaire, est-ce que tu travaillais plus en Russie ou en France ou Beaucoup plus en Russie. Beaucoup plus en Russie. Beaucoup plus en Russie. Mais c'est normal, c'est un pays qui veut ça, donc Tu charbonnes. On se plaint pas. Ben non, on se plaint pas. Puis en Russie, il n'y a pas de dimanche. Voilà. Ce qui, moi, je trouve ça bien parce que en France, ce qui est fou, c'est que les banques, par exemple, c'est jamais ouvert à partir du samedi à 11 h, c'est fini. Et ça réouvre le mardi matin. Donc déjà, vous avez 2 jours et demi où tu peux pas... Le moment où les gens sont censés être tranquilles pour aller faire les magasins, etc., le dimanche, les magasins sont fermés. C'est complètement débile. Et en Russie, en général, bah, tout est ouvert 7 jours sur 7 et voir des trucs 24 h sur 24. Mais ça veut dire qu'en plus, au niveau de la productivité, les Russes, bah, si tu veux, sur 52 semaines dans l'année, ils ont à chaque fois 2 jours de plus de boulot, donc ça bosse beaucoup plus, ça avance beaucoup plus vite le pays, puisqu'ils travaillent en permanence, quoi. Il y a ça, et puis même les heures. Les heures, moi je sais, je travaillais 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Et on dit, ouais, il y a du chômage en France aussi, mais déjà tu réouvres le samedi après-midi, le lundi, le dimanche, bah déjà tu réouvres la porte à des emplois, tu vois, donc c'est... Ils balayent les rues ici. Ils balayent les rues, les poubelles sont ramassées tous les jours. Alors que je ne suis pas à Moscou, hein. Les poubelles sont ramassées tous les jours. Et ils balayent les rues entre la fin du mois et le début de l'autre mois en fait. Il y a des mecs qui balayent les trottoirs. Ils passent aussi avec des camions avec de l'eau. Oh, alors en fait, ça, c'est ouf. Justement, le mec balaye les trottoirs, il met tout sur la route. Et tout ce qu'il y a sur la route, après, ben, il y a les camions en fait avec l'eau qui ramassent tout. L'eau, il y a un produit dedans pour laver. C'est pour ça que tout est toujours propre et il y a du travail pour tout le monde. Les poubelles sont ramassées tous les jours. Ouais. Il faut bien quelqu'un qui ramasse tous les jours. Je pense pas que ce soit tous les jours le même mec. Pareil pour balayer les rues. Tu balayes les rues en fait, mais le mec il balaye, je pense qu'il va balayer pendant un mois. Le mec d'après il va balayer une autre rue pendant un autre mois. Enfin voilà, et puis il y a un roulement. Mais il y a toujours quelqu'un qui travaille. En fait, il y a du travail pour tout le monde. Et puis il y a du travail en fait. Du boulot. Il y a du boulot, mais en France on a des rues pourries, pourquoi? Et on a des chômeurs, on a des rues pourries, on a des chômeurs en fait. C'est justement ça. On a les rues pourries, alors déjà je pense qu'il n'y a pas assez d'effectifs de nettoyage, mais aussi il y a un problème de civisme où les mecs balancent par terre, et c'est dégueulasse quoi. Tu prends ton mégot, tu le jettes par terre. Ici ça arrive que très rarement quoi, les gens, il y a plus de civisme ici, tu le vois dans la rue de toute façon, il n'y a pas de tag, c'est pas qu'ils lavent les tags, c'est que les gens ne font pas ça sur leur propre architecture, leurs bâtiments, etc. Donc il y a beaucoup plus de civisme en Russie et de toute manière il y a beaucoup plus de répression aussi, c'est-à-dire tu fais des conneries comme ça, je peux dire que tu prends une torgnole ici. Oui, bah oui. Ça n'existe pas ici, ça n'existe pas et du coup ça donne des villes qui sont propres, tu vois. Exactement. Et puis tu me dis que tu vois il n'y a pas assez d'effectifs, mais justement il y aurait moins de chômeurs. Il y aurait des effectifs s'ils embauchaient pour nettoyer les rues et il y aurait beaucoup moins de chômeurs. Ah mais ils donnent l'argent ailleurs. Ah ben oui, ils préfèrent donner l'argent ailleurs, oui. L'argent qui part ailleurs. Il y a l'argent qui part ailleurs. T'as regardé hier la rencontre Trump-Poutine? J'ai été au courant, mais j'ai pas eu les infos, j'ai pas eu le retour. Donc je sais pas. On verra ce que ça donne. Alors moi j'ai regardé le live et voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pouvoir trouver le terrain d'entente, qu'ils cherchent voilà, les deux parties bien entendu. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'il y a les 2 avions qui arrivent et il y a le Air Force One, ok. Mais à côté, il y a le Putin's Plane. Et là, ça pèse, tu veux. C'est 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, il y a des niveaux qui sont un peu différents. Et, c'était marrant. Donc voilà. Donc, toi, en tout cas, ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, c'est tu veux te lancer dans ta carrière modèle, mannequinat. Donc voilà, je répète, s'il y a des Russes qui regardent et qui sont intéressés par le profil de Loïc. Des Russes ou autres, moi, du moment que... Après, en fait, ça me dérange pas de voyager. Mais c'est toujours pareil, le billet d'avion, etc., etc. Normalement, dans le mannequinat, je m'inscris dans des agences russes qui, elles, m'envoient justement dans d'autres agences pour faire d'autres shootings, etc., etc. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et en tout cas, ouais, cette année, tu sais que j'ai eu beaucoup de messages qui me demandaient alors comment va Loïc, je l'ai vu sur BFM, on est très inquiet. BFM dit qu'il s'est très mal intégré, qu'il va rentrer bientôt. Et plein de messages me disaient est-ce que ça va Loïc, est-ce qu'il a besoin du travail, etc. Il y a eu
beaucoup de compassion. Alors suite à la vidéo YouTube qu'on avait faite ensemble, Oui. et suite à la vidéo BFM, et puis moi j'ai réagi bien sûr dessus pour les taper un peu dessus, quoi. J'ai eu ce qu'on appelle une période réfractaire en fait, tout simplement. Il a fallu que justement je me ressente sur moi. Je suis trop sorti. Ok. Je suis trop sorti et il a fallu justement en fait que je me recadre. Donc c'est pour ça que je suis parti en fait, que je me suis complètement excentré. Et ce qui me permet en fait de revenir maintenant, mais beaucoup plus sainement en fait, et de voir ce qui se passe. Alors oui, j'ai eu des périodes très compliquées où je ne savais pas comment j'allais faire pour payer le loyer, je ne savais pas comment j'allais faire pour manger. Et justement, je m'étais enfermé dans cette bulle où il fallait que je travaille. Donc je travaillais, matin, midi, soir, nuit, je travaillais, j'essayais de trouver quelque chose à faire, de faire de l'argent en fait, tout simplement. Parce qu'on est dans un pays, comme je dis, on n'est pas chez nous. On ne peut pas trouver un travail, on ne peut pas aller... Il n'y a pas d'aide sociale Il n'y a pas d'aide sociale ici. Et puis même, je ne les ai jamais demandées en France, je ne les demanderai pas ici. En France, j'ai eu récupéré le chômage quand j'étais jeune, là j'ai eu récupéré mon chômage aussi, mais parce que c'est quelque chose qu'on me doit, c'est quelque chose que j'ai payé sur mes fiches de salaire. Voilà. Donc, mais après, j'ai jamais eu la CAF, j'ai jamais demandé aucune aide pour l'isolation, pour toutes les aides qu'ils offrent là, la CAF, le RSA, je sais pas quoi. J'ai jamais rien demandé, je paye mes impôts et puis voilà quoi, c'est tout. Donc j'estime avoir le droit quand même de récupérer mon chômage qui a été payé à côté. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu cette période réfractaire ici et justement ça... Je pense que ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de revenir en fait plus fort à Moscou. C'est vrai que j'avais eu cette période d'amusement en fait. J'étais un enfant. J'ai pris. Un autre monde. Voilà, j'ai découvert complètement un autre monde et j'avais justement besoin de m'isoler. Et maintenant, je reviens plus fort. En force. Exactement. L'hiver russe. L'hiver russe, exactement. L'hiver russe, ça fait réfléchir les gars. Ça met en forme. Il fait froid, il fait nuit, c'est dur, mais c'est dans les moments où justement où tout est dur que aussi. Tu te touches pour rebondir quoi. Il y a ça et puis tu as des idées en fait, tu as des idées qui arrivent tout simplement. Tu étais dans un cadre où tu peux avoir des idées, à la campagne, forêt, grand jardin. Éloigné de tout, pas de bruit. Bien. Par contre sur les prix de la maison, t'étais bien, hein, 140 mètres carrés avec grand jardin, vue forêt pour 500 €. Ça fait rêver plus d'un Français ça je pense. Hein. J'étais très bien. Très bien, mais surtout voilà, comme je dis, j'avais les grandes baies vitrées, c'était magnifique à l'extérieur, chauffage au sol, donc tu te balades pieds nus dans la maison, dehors il neige, tu as les baies vitrées, tu as la neige sur les baies vitrées en fait, et tu marches pieds nus en caleçon dans la maison. C'est magnifique pour 500 balles par mois. Et au niveau bouffe, tu manges russe, tu manges quoi? Est-ce que tu te fais un petit cacha le matin? Ça se passe comment? Cacha, tu sais, c'est leur céréale, le porridge. Ah non, tu fais pas ça? Non. Pas comme les Russes? Non, flocons d'avoine. Ouais, c'est ça, c'est flocons d'avoine, c'est ça. Ah ben ouais, moi je me fais flocons d'avoine après pour la muscu, mais après non, je mange pas français. Après j'aime le magret de canard. J'aime le magret de canard français. Ben ouais, après c'est pas la même qualité, mais j'ai trouvé une astuce. En fait, je le mets dans le frigo comme ça il sèche. Et il sèche et après tu le fais cuire. Et en fait ça te fait un magret de canard français, sauf qu'il est beaucoup moins cher ici qu'en France, le magret de canard. Donc je bouffe du magret de canard, la viande normale et après des pâtes. Après c'est vrai que j'ai un régime avec la musculation assez carré. Donc fruits, beaucoup de fruits, légumes, brocolis, carottes, et pas grand chose de plus. Et après des pâtes. Les légumes sont bons et pas trop chers. Ah, les légumes sont excellents. Les légumes sont excellents et ouais, ils sont pas... Non, c'est pas excessif, mais c'est vrai qu'ils sont meilleurs qu'en France, hein. Ils sont plus juteux, ils sont plus sucrés. Moins de produits, je pense. Ouais, c'est fort possible. Moins de produits. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont excellents. Ouais, les fruits sont excellents. Voilà les amis, Loïc est toujours là. Toujours. Il va très bien, regardez, ouais, il va bien, hein, il est là. Si vous aimez le contenu sur la Russie, en tout cas, n'hésitez pas à me soutenir. Un like, un partage, un commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes canaux Telegram, je l'ai en description, sur Instagram. Je propose plein de choses pour aider les expatriés, un groupe privé sur Telegram, une formation pour vous donner les clés, en tout cas mon expérience sur comment on peut faire pour vivre en Russie, comment travailler depuis la Russie. Et puis je fais un accompagnement complet si vous êtes décidé à vous expatrier. On vous aide sur les documents, trouver un logement et ouverture compte bancaire et carte SIM. Je vous dis à très bientôt, paka paka, ciao.